voudrais parler pour terminer cette série de vidéos de ce vendredi matin sur la question du recadrage. Ce matin, j'entendais une émission, enfin une publicité pour un institut de formation. On disait chaque élève est différent. Chaque élève est différent. Alors moi, quand j'entends des choses comme ça me hérisse. Parce que c'est toute une philosophie derrière cela. Une philosophie qui ne débouche sur rien du tout. Bien sûr que chaque élève est différent, mais il n'est différent que si on a défini ce qu'était un élève. Est-ce qu'on a défini ce qu'était un élève au sein d'une culture donnée? Chaque élève de quel pays? Alors, au sein d'un pays donné, les élèves ont des points communs et ils ont des différences. Mais ces points communs, il faut déjà les connaître. C'est ce que j'appelle la revanche de la sociologie sur la psychologie. La question de savoir qu'est-ce qui est premier. Est-ce qu'ils font passer de l'individuel au collectif ou du collectif à l'individuel? C'est un sujet complexe d'ailleurs. Car je pense que c'est en travaillant sur soi-même qu'on découvre finalement ce qui est commun avec les autres. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler sur soi-même, mais ça ne peut pas déboucher sur l'idée qu'on est unique. Travailler sur soi-même, ça ne débouche pas sur l'unicité. Au contraire, ça devrait déboucher sur la conscience de son appartenance, à tous les niveaux, culturel, naturel, structurel. Et il en est de même, bon, ça je l'ai déjà développé longuement, n'est-ce pas, l'idée que l'appartenance permet de déterminer notre devenir, de déterminer ce que nous sommes, parce qu'il y a un problème génétique, il y a tous ceux qui ont vécu avant nous, de notre même lignée, et donc ces gens-là, ils nous ont forcément transmis quelque chose. Et ce quelque chose, il faut l'exploiter, l'explorer, le développer, l'épanouir. Bon. Donc c'est très important de savoir à quoi on appartient pour savoir ce qu'on doit développer. Parce que si quelqu'un ne sait pas quelles sont les potentialités du groupe auquel il appartient, ben, il risque de ne pas développer ses potentialités. Et inversement, s'il se trompe de groupe d'appartenance, il va désespérément vouloir développer des capacités qu'il n'a pas. Donc tout ça n'est pas très bon. Mais je voudrais aborder un autre problème plus épistémologique, à savoir qu'une idée, non plus une personne, mais une idée, peut être également resituée dans un ensemble. De même qu'un individu qui est un électron libre, ça n'a pas beaucoup de sens. Une idée isolée n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que je suis pour un travail très interdisciplinaire, très transdisciplinaire. Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans mes travaux de corriger des erreurs, non pas parce que ça ne marchait pas, parce que cette idée un petit peu infantile qui croit qu'une théorie se corrige parce que ça ne marche pas, c'est pas très sérieux. Tout simplement parce que quand quelque chose ne marche pas, encore faut-il savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc on n'est pas beaucoup plus avancé, parce que dans la plupart des cas, on est bien incapable de dire pourquoi ça ne marche pas. En revanche, si on s'aperçoit que sur le plan théorique, on a une idée qui n'est pas en harmonie avec d'autres idées, avec ses propres idées à soi. N'oublions pas, c'est bien ça le problème. Parce que tout le monde n'a pas forcément une pensée parfaitement cohérente. Il faut déjà commencer à faire un travail de purification de sa propre démarche. Pour vous donner un exemple, que j'ai d'ailleurs abordé, mais par un autre biais récemment, quand on court un champ relativement large, on va inclure des réflexions qu'on a menées parallèlement et diversement. Et à un moment donné, on s'aperçoit que ces réflexions ne concordent pas entre elles. À ce moment-là, il faut avancer. Il faut s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien défini, pas bien articulé. Mais si on travaille sur des petits segments comme ça,
sans les relier à d'autres champs de réflexion, on peut perpétuer des erreurs de perspective indéfiniment. C'est pour cela que la notion d'empire, pour employer une expression un petit peu excessive, la notion d'empire me paraît intéressante. Nous, comme dirait Sina dans Corneille, je suis maître de moi comme de l'univers. C'est-à-dire que nous sommes aussi, et nous avons peut-être un empire autour de nous, mais nous avons aussi un empire en nous. Notre intelligence, c'est notre empire. Notre culture, c'est notre empire. Le champ que nous couvrons par notre réflexion, c'est notre empire. Et nous sommes responsables, nous sommes l'état de cet empire intérieur. Et nous sommes responsables de la coordination entre tous ces facteurs qui sont au sein de notre état intérieur, par opposition à l'état extérieur. Et donc, les gens ont raison quand on dit à quelqu'un, vous vous contredisez, vous dites une chose et puis à côté vous dites autre chose. C'est vrai que c'est une question qui se pose d'harmonisation, à la fois au sein des empires et des États extérieurs, et à la fois à l'échelle de chaque personne. Et aussi, donc, chaque personne doit s'occuper, en effet, de déterminer ses appartenances, à quel groupe il appartient, et nous appartenons à un très grand nombre de groupes pour des forces, même quand nous mangeons, par exemple, nous n'appartenons pas au même groupe que lorsque nous dormons, par exemple, etc., etc. Je veux dire qu'il y a une multiplicité de situations. Il y en a certaines qui sont des situations géographiques, synchroniques, et d'autres qui sont des situations diachroniques. C'est-à-dire, à un moment donné de la journée, on est dans un groupe X, et puis après, à un autre moment, un groupe Y et Z, etc. Et nous avons des points communs avec les gens qui sont dans ces situations. Donc on peut très bien être en phase avec des gens sur le plan diachronique, mais pas sur le plan synchronique. Et ce qui nous permet quand même de nous connecter les uns aux autres, par un biais ou par un autre. Si je ne suis pas en phase sur le plan synchronique avec quelqu'un, je peux au moins l'être sur le plan diachronique, par exemple en partageant un repas. C'est ce qu'on appelle la convivialité. La convivialité permet d'intégrer, de mettre en place une appartenance ponctuelle, mais qui n'en est pas moins réelle. Et inversement, des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires, qui n'ont pas le même âge, etc., qui ne partagent pas les mêmes activités diachroniquement, peuvent faire partie d'un même ensemble synchronique parce qu'ils appartiennent à un même peuple, une même religion, une même culture, une même profession, etc. Donc, il faut, il faut croiser les valeurs diachroniques et les valeurs synchroniques, et on voit bien à quel point nous sommes un tissu d'appartenance diachronique et synchronique qui nous relie les uns aux autres par toutes sortes de biais. Et par exemple qu'un musulman, par exemple, peut être en phase avec la société française, avec la langue française à un moment donné, et en phase avec la religion musulmane qui dépasse très largement le champ de la France à un autre moment. Et ça aussi, la question est de savoir si c'est un... La question aussi, c'est de savoir dans un comportement X, est-ce que c'est un comportement de type diachronique ou synchronique? C'est-à-dire, est-ce que la personne passe par un temps précis où elle va être en communion avec des gens de une toute autre synchronie, mais ça va être très ponctuel, ou est-ce qu'au contraire, ce moment précis, il est en réalité l'expression d'une véritable appartenance synchronique, c'est-à-dire que la personne appartient à une communauté qui est géographiquement bien définie à un endroit précis. Parce que la définition géographique est une chose, la définition historique en est une autre, et tantôt des particularités sont d'ordre géographique, donc assez lourdes finalement, parce que ça veut dire qu'on est dans un endroit où on se trouve, et d'autres particularités sont historiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une sorte de synchronie, au sens jungien du terme presque, de contemporanéité, d'instantanéité avec des gens extrêmement divers. Comme par exemple à minuit, les chrétiens dans le monde entier sont en synchronie. C'est pas la même chose que la synchronie au sens structurel.
Ils vivent en même temps, donc ils sont dans une diachronie, il vaut mieux parler comme ça, ils sont dans la même diachronie, c'est-à-dire qu'à ce moment minuit, ils sont tous en rapport entre eux. Mais ils peuvent être dans des synchronies totalement différentes par ailleurs. C'est pour ça que le mot synchronie est un mot qui n'est pas facile à utiliser, puisqu'il est utilisé dans deux sens complètement différents. Synchronie, ça veut dire être partager le même temps, mais synchronie, au niveau du langage structuraliste, ça veut dire être dans une même structure. Or, la structure, c'est pas un temps, la structure, c'est un espace. Donc, voyez-vous, là, on s'embrouille dans la terminologie, mais moi, j'emploie le mot synchronie dans le sens structurel, c'est-à-dire quelque chose qui est un découpage de l'espace social et non pas quelque chose qui se passe en même temps. Parce que ce qui se passe en même temps, c'est de l'ordre de la diachronie, finalement. Bon, vous me permettrez de m'arrêter sur ce point.